En dehors du Made in Taiwan, que nous voyons souvent inscrit sur bien des objets électroniques, nous connaissons très peu de choses sur la réalité de cette île de Taïwan de 36 000 km², c'est-à-dire un peu plus grand que la Belgique, peuplée par 23 millions d'habitants, environ 98% de Chinois et 2% d'aborigènes. Alors grâce aux prêtres des missions étrangères de Paris, je vous invite à me suivre à la découverte de certains aspects de cette île. Durant 2 émissions, nous allons suivre tout d'abord un jeune prêtre de 38 ans qui vit déjà depuis 6 ans à Taipei, la capitale de Taïwan. Il s'agit du père Bernard de Terve. Lui et ses amis vont nous faire découvrir la spécificité de cette culture taïwanaise ainsi que la paroisse de Notre-Dame de Songshan que dirige le père Bernard de Terve. Puis nous partirons à l'est de Taïwan, dans la région de Hualien, à la rencontre des aborigènes. En effet, depuis 27 ans, le père Yves Mohal partage la vie de ses premiers habitants de Taïwan. Et nous le verrons, il est très engagé dans l'action sociale auprès des pauvres et des handicapés de cette communauté. Mais tout d'abord, bienvenue à Taipei, la capitale de Taïwan. Nous sommes dans une des salles communautaires de la paroisse Notre-Dame de Songshan. Une trentaine de paroissiens, beaucoup de jeunes, sont venus fêter les 6 ans de l'arrivée du père Bernard de Terve à Taïwan. Chacun a apporté ses spécialités culinaires, car après l'Eucharistie, c'est un autre repas qui commence. Pour les Taïwanais, manger, c'est essentiel. Donc ça fait partie de l'inculturation que de pouvoir partager ces moments avec eux. Alors il y a une multitude de plats différents. C'est pas mal finalement d'être à Taïwan pour goûter la diversité de la nourriture chinoise. Il y a toutes les provinces sont représentées. Bah voilà, puisque des gens de toute la Chine se sont rassemblés à Taïwan pour fuir le communisme et suivre le Kuomintang. Chiang Kai-shek, et donc on retrouve à Taïwan, c'est comme une petite Chine, on retrouve toute la Chine. Et tous les plats chinois. Et tous les plats chinois. Et c'est vraiment un régal. Voilà. Bon appétit et bon anniversaire. Merci, merci. À Taïwan, il faut vite comprendre une chose intimement liée à l'histoire récente. Sur cette île, au large de la Chine continentale, nous sommes vraiment en Chine, tout en n'étant pas vraiment en Chine. Alors aujourd'hui, les Taïwanais en plaisantent souvent quand ils nous parlent de leur pays, mais de 1949, date de l'arrivée de Chiang Kai-shek et de ses troupes sur l'île, jusqu'au début des années 2000, les rapports étaient très tendus entre la Chine communiste continentale et Taïwan, dernier bastion indépendant des républicains chinois. Patricia Chang est venue fêter les 6 ans de mission du père Bernard de Terve à Taïwan. Cette jeune femme d'une trentaine d'années, qui a été baptisée à l'âge de 27 ans, est très active dans la paroisse. Elle donne notamment des cours de français, car l'enseignement des langues est aussi l'une des activités de la paroisse Notre-Dame de Songshan. Je lui ai demandé quelle différence elle voyait entre la Chine continentale et Taïwan. À Taïwan, on n'est pas communiste, donc on est plus ouvert pour les étrangers et on est plus accueillant que les Chinois. Et parce qu'ici à Taïwan, il y a moins de personnes que la Chine, donc même si à Taipei c'est stressé, la vie est stressée ici, mais c'est quand même moins stressant qu'en Chine. Voilà. Donc je crois que c'est là, parce que la vie en Chine c'est vraiment difficile. Les gens riches sont vraiment riches, mais les gens pauvres sont vraiment très pauvres. Plus qu'à Taïwan. Plus qu'à Taïwan. Voilà. Donc le décalage entre les différents niveaux en Chine, ça leur fait difficile à recevoir, accueillir les autres cultures, mais à Taïwan, ça va. Par rapport à la foi, j'ai l'impression que comme la situation en Chine, c'est difficile, donc dans certains cas, par rapport à nous les Taïwanais, ils font tout leur effort pour chercher la foi, parce que c'est pas comme à Taïwan, il y a beaucoup de prêtres. Dans certains endroits en Chine, une messe par an. Donc, ils cherchent vraiment la foi, et leur foi, si c'est vraiment la foi, c'est plus profonde que nous les Taïwanais. Ici, vous vous sentez libre au niveau des religions? Oui, très libre. Mais parfois, c'est justement comme on est libre. Donc, on ne cherche pas vraiment par rapport à la Chine.
向内就是有自己的钱出去了就不对了，那个头要向外有他们的钱进来啊，这个就比如说，所以它会放在汉族的时候，因为是汉朝传到台湾。À peine suis-je arrivé à Taïwan que le père Bernard de Terre a voulu m'emmener au musée national du palais de Taipei pour que je puisse mesurer l'ancienneté et la richesse de la culture chinoise. C'est une des plus grandes collections au monde, hein. On peut le comparer au Louvre ou au Metropolitan Museum à New York. C'est une des plus grandes collections, bien que le musée ne soit pas immense. Mais c'est des collections qui tournent et d'une richesse incroyable. C'est-à-dire si on veut aller à la rencontre de la culture, de l'histoire, de la tradition chinoise, c'est vraiment un des incontournables. Et d'où vient ce trésor? Alors le nom du musée, en français c'est le musée du Palais, le musée national du Palais, mais le caractère chinois, c'est le musée national Gugong. Et Gugong en chinois ça veut dire la cité interdite. Et donc c'est le musée du Palais, c'est le musée de la cité interdite. Et donc beaucoup de pièces du musée viennent de Chine et ont été apportées au moment où Chiang Kai-shek a fui la Chine. Il a apporté avec lui les trésors de la Chine et qui ont été stockés ici à Taïwan. Donc c'est venu par bateau avant que les communistes prennent Pékin en particulier. Eh bien, tous les trésors des musées et puis de la cité interdite de Pékin sont arrivés ici à Taïwan. On va s'éloigner un tout petit peu parce qu'il y a un groupe chinois qui vient d'arriver. Ça attire beaucoup les Chinois du continent, hein, ce musée. Alors effectivement, Taïwan s'est ouvert au tourisme chinois il y a quelques années, il doit y avoir 3 ans. Et alors, il y a des quarts de Chinois qui sont déversés là tous les jours parce qu'ils viennent d'une certaine manière se réapproprier leur culture, leur héritage, leur tradition ici. Alors ce qui est un petit peu ironique parce que, en fait, je pense que si, les historiens disent que si ils n'avaient pas été mis à l'abri ici, sans doute que toutes ces pièces qui sont uniques se seraient perdues, ça aurait été saccagé comme beaucoup de choses qui ont été détruites pendant la révolution culturelle. Et ici, on les a préservées. Et aujourd'hui, c'est Taïwan qui redonne un peu à la Chine sa culture. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir l'ancienneté de cette culture? Parce qu'on est là devant un tableau, ils appellent ça le Timeline of World Culture, c'est une sorte de grand échéancier où on voit que la culture chinoise est d'une ancienneté incroyable. On démarre en 6000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, occidental, chrétien, venu en mission à Taïwan, de voir l'ancienneté de cette culture chinoise? On voit que on était un petit peu en retard quand même. Nous les Occidentaux, ils savent bien nous le redire quand il faut. Hein, que 6000 ans avant Jésus-Christ, là on a une représentation d'un jade qui est taillé extrêmement raffiné, alors que nous on était encore tout juste à la période des silex. Donc on voit qu'on est devant une culture très ancienne, très raffinée. Je crois que qu'est-ce que ça me fait? On s'incline. On se dit, voilà, il y a quelque chose à découvrir et à s'approprier. Et puis je pose beaucoup de respect devant toutes ces cultures, devant les caractères chinois. C'est-à-dire qu'ils sont à un âge de culture, de littérature, au niveau de l'art qui est beaucoup plus avancé que nous et beaucoup plus tôt. Et ils vous le font sentir? Ils nous le font plus sentir en Chine qu'à Taïwan. Père Bernard de Terre, nous sommes rentrés dans une des salles de calligraphie et de peinture chinoise de ce musée national de Taipei. Vous, ça fait 6 ans que vous êtes dans ce pays, vous avez appris la langue, appris l'écriture. On a l'impression que l'écriture tient une place fondamentale dans la culture chinoise. Qu'est-ce que vous avez compris de cette place de l'écriture chinoise? Alors, je pense que la première chose, c'est de comprendre que la culture chinoise, elle passe par l'écrit. C'est-à-dire que nous sommes une civilisation de l'oral, l'Occident, alors que la Chine, une civilisation de l'écrit. Et alors c'est amusant parce que quand un Chinois ne vous comprend pas,
Parfois, il va se dire on n'arrive pas à se comprendre à l'oral, donc on va se comprendre à l'écrit pour plus de précision. Donc il va vous écrire, soit sur sa main, soit sur un papier, ce qu'il a envie de vous dire, en disant l'oral laisse la place à une certaine confusion, alors que l'écrit fixe l'idée. Parce que l'écriture chinoise, les idéogrammes, eh bien, c'est pas un alphabet, mais ce sont des caractères qui disent un sens très précis. Et donc, par l'écrit, on fixe le sens. Et puis, évidemment, dans l'écriture chinoise, on retrouve toute l'histoire, toute la culture. C'est-à-dire qu'un même concept dans l'écriture chinoise va se retrouver rendu de différentes manières selon l'endroit où le caractère a été créé et utilisé. Alors, ce qui donne un nombre de caractères impensables. On parle de 45 000 caractères chinois différents. Alors il y a beaucoup de caractères qui sont tombés en désuétude ou de caractères qui se sont imposés progressivement pour toute la Chine. Aujourd'hui, on peut s'en sortir avec 6 000 caractères. C'est-à-dire qu'un étudiant en université, il connaît 6 000 caractères. Mais ça reste pour un étranger la mer à boire. C'est-à-dire qu'apprendre à lire le français ou l'anglais ou une langue d'alphabet, ça prend une semaine. Alors on va peut-être avoir un accent, mais on va quand même apprendre à lire. Alors que apprendre à lire le chinois, ça prend des années et des années. On dit que l'intelligence humaine ne peut pas intégrer plus de 1000 caractères par an. Toute l'histoire de la Chine est présente dans les caractères. Et les Chinois sont vraiment attachés, ils aiment leurs caractères. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de leur richesse. Et si on transpose ça d'un point de vue spirituel, parce que vous nous avez dit, l'Occident utilise l'oralité surtout, ici la Chine, l'écriture est très très importante. D'un point de vue spirituel, ça vous a révélé quelque chose ? L'apprentissage du chinois, c'est une école spirituelle, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être devant un monde tellement étranger, tellement difficile à percer, et il faut s'y soumettre. Donc je pense que pour moi l'apprentissage du chinois, c'était une école de patience, de renoncement en termes du temps qu'il faut y consacrer, c'est-à-dire que ça veut dire accepter de se soumettre d'une certaine manière, se mettre sous le chinois pour pouvoir le laisser rentrer. Une école d'espérance, parce que se dire ça me paraît infaisable, mais je crois que si je m'y livre, il va se passer quelque chose. C'est un petit peu une mort à soi-même. Et même au niveau de... c'est étonnant, parce que moi j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses pour faire la place pour le chinois. C'est-à-dire que, sans que je m'en rende compte, mon cerveau a dû faire un petit peu le ménage de plein de souvenirs, de plein de choses qui n'étaient pas essentielles pour pouvoir intégrer le chinois. Donc je crois que c'est une école de mort et de résurrection. Alors on parle des caractères, de la langue, mais c'est aussi la culture, c'est l'expérience du missionnaire. C'est une expérience de mort et de résurrection. Il faut mourir à quelque chose qu'on a connu pour pouvoir vivre dans un monde qui est nouveau et pouvoir revivre, pouvoir apprendre à vivre. Et ça, c'est une expérience aussi de résurrection. L'apprentissage est difficile, ça demande beaucoup de renoncement, mais après, il y a vraiment une joie d'une renaissance. 小王说小王说他发了一个简讯给我，他发了一个简讯给我，可是我没收到。可是我没收到。好，你看 verb 发 发简讯 发简讯 OK。 La paroisse que dirige le Père Bernard de Terve est aussi un lieu d'accueil pour permettre à 3 jeunes prêtres des missions étrangères de Paris d'apprendre le chinois. C'est le cas notamment du Père Étienne Frécon. Il a 30 ans, il a été ordonné en janvier 2011 et sa mission sera de s'occuper des catholiques chinois de Singapour. Mais pour l'instant, chaque jour à Taïwan, il travaille patiemment son chinois. 一方面 好 sentence 来。 L'apprentissage de la langue fait vraiment découvrir et aide à rentrer dans la manière de rentrer en relation avec les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en cours particulier et donc tous les jours, je me confronte à des professeurs et forcément, on parle de nos vies quotidiennes parce que c'est le matériau de nos cours pour apprendre à parler et à déployer le vocabulaire qu'on a appris. Et en apprenant des structures de phrases qui sont différentes des nôtres, eh bien, on rentre petit à petit dans une nouvelle manière de rentrer en relation avec les gens.
Par exemple, un Chinois va être très direct et va poser plein de questions qui ne le regardent pas pour un Français. Qui sont personnelles. Voilà. Et au début, on est déplacé, on est agacé, on s'agace parce qu'on se dit mais pourquoi il me demande ça? Ça le regarde pas. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, c'est la manière pour eux de prendre soin de nous, d'être attentifs à ce que l'on vit, etc. Toutes ces petites choses, eh bien, elles nous déplacent. Et petit à petit, cet apprentissage de la langue, au-delà des mots, eh bien, en fait, c'est comme si des caractères prenaient cher. Un caractère, c'est une image en fait. Et c'est comme si petit à petit, toutes ces images rentraient dans notre nouvelle manière de rentrer en relation et puis nous faisaient découvrir le monde qui nous entourait. Mon nom est Teresa Ma et mon nom chinois est Ma Yuan. Je suis professeur de chinois auprès de nos amis étrangers. J'ai été baptisée à Pâques 2012 et j'ai choisi d'entrer dans l'église catholique parce que j'ai rencontré le père Bernard, dont j'étais le professeur. Et suite à nos échanges, il m'a introduit dans le catéchuménat de sa paroisse. Une autre raison pour laquelle j'ai été attirée par l'Église catholique, c'est que j'aime beaucoup les rites catholiques, et en particulier le rite de la messe. Quand j'ai commencé à suivre le catéchuménat, je suis allée à la messe. Et durant la messe, cela fait partie du rite que de prier pour les défunts. Je crois que c'est quelque chose qui rejoint la culture chinoise, que ce souci de faire mémoire et de prier pour nos défunts. Teresa Ma, je sais que vous êtes très attachée à la culture chinoise, à la richesse de sa langue, de son écriture, de son histoire. Qu'est-ce que cela vous fait que ce soit des prêtres étrangers et non pas des prêtres chinois qui animent cette paroisse? 在台湾在早期就是比较社会福利工作比如说是什么孤儿院或者是什么像 disable 这种。 Dans la société à Taïwan, tous les services sociaux, que ce soit les orphelinats, les centres pour personnes handicapées, tous ces services ont été apportés et développés par des missionnaires étrangers. Et en plus, ces missionnaires sont allés dans les montagnes les plus reculées et les plus hautes pour faire leur travail d'évangélisation. Donc la question qui se pose naturellement en les voyant est qu'est-ce qui les pousse à faire tous ces efforts, à quitter leur pays, leur famille? Et évidemment, il y a une seule réponse qui nous apparaît. C'est que dans leur cœur, il y a un grand amour. Et c'est l'amour que le Seigneur a déposé en eux. Père Bernard de Terve, nous sommes dimanche matin, vous allez célébrer la messe là, d'ici 1 heure. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre petit ordinateur à la main et ce livre avec les caractères chinois bien sûr dessus? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est mon missel, comme avant chaque messe, je dois vérifier s'il n'y a pas un caractère embusqué que je ne connaîtrais pas ou que j'aurais oublié, ou je vérifie le ton, la prononciation. C'est un petit peu le travail avant chaque messe parce que je crois que la crainte du missionnaire en monde chinois, c'est d'arriver devant un caractère et de ne pas savoir le lire. Parce que, à la différence d'un alphabet, quand on ne connaît pas le caractère, on ne sait pas le lire. Et comme il y en a quelques milliers, on n'est jamais à l'abri, même après de longues années, d'un caractère qu'on ne connaît pas. Alors voilà, c'est la petite préparation matérielle et spirituelle avant la messe, c'est de vérifier qu'on est au point pour le chinois.
Voilà. Ça, vous le faites avant chaque messe ? Avant chaque messe. Alors heureusement, je pense que les premières messes, je passais 2-3 heures avant chaque messe pour préparer les caractères. Aujourd'hui, c'est plus, je survole et je regarde s'il y en a que je connais pas. Il y en a de moins en moins ? Il y en a de moins en moins, heureusement, oui. Maintenant, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure avant la messe de relire tous les textes. Mais ça arrive toujours qu'on en oublie un ou l'autre, alors on essaye de deviner la prononciation ou de faire un son pas trop distinct pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas un blanc au milieu. Voilà. Père Bernard de Terre, dans votre paroisse ici à Taipei, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 réalités. Celle de vos paroissiens, la petite communauté paroissiale, plutôt âgée, même on peut dire assez âgée, et puis venant de temps en temps des jeunes, des groupes de jeunes. Et vous pouvez nous expliquer un peu cette double réalité que vous vivez ici au quotidien ? Oui, en fait quand je suis arrivé dans la paroisse, la première chose que j'ai remarqué, c'était que c'était une communauté très vieillissante qui ne s'était pas renouvelée depuis des années, donc une communauté très âgée, avec un nombre de jeunes qui se comptent sur le doigt de la main. Propre à votre paroisse, cette réalité, ou une réalité qu'on retrouve largement à Taïwan ? Des communautés catholiques plutôt vieillissantes. Je pense que c'est une réalité de l'Église à Taïwan, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de la transmission de la foi, une transmission qui ne s'est pas faite. Après, c'est accentué de manière plus ou moins forte selon les endroits. Je pense que ma paroisse en particulier, qui est dans un quartier qui est sans doute un peu plus cher, donc les jeunes n'habitent pas forcément là, il n'y a pas d'université dans le coin, et donc c'est aussi une particularité de ma paroisse. Mais aussi parce que c'est une communauté qui n'a sans doute pas su accueillir des jeunes en son sein. C'est-à-dire, on a vieilli ensemble et puis on n'a pas pensé au renouvellement. Ce qui fait qu'il y a des jeunes qui étaient originaires de la paroisse et qui sont partis ailleurs, qui sont partis dans d'autres paroisses où ils pouvaient retrouver des jeunes. Mais moi, je suis arrivé avec ce que je suis, c'est-à-dire mon ministère, voilà, votre ma jeunesse. Votre enthousiasme. Et puis j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Enfin, c'est ce que j'ai fait dès que je suis arrivé à Taïwan. Et donc j'ai un certain nombre de jeunes qui sont avec qui on a fait un bout de chemin et qui m'ont suivi d'une certaine manière dans cette expérience de prendre la charge d'une nouvelle paroisse, qui est très beau. C'est-à-dire qu'ils sont là pour les grands événements. Ils viennent en ce moment, ils commencent à animer des messes une fois par mois. Et ils se mettent au service. Ils ont cette maturité déjà depuis quelques années. On a cheminé ensemble, on est allé au JMJ, on a créé un groupe de prière. Voilà. Donc on se connaît bien et viennent aider ici un petit peu la mission. Alors mon défi, c'est de faire rencontrer ces 2 réalités, ce qui de fait est un défi parce que je crois autant du côté des personnes âgées, leur faire comprendre qu'elles ont à être accueillantes vis-à-vis de ces jeunes, qu'elles ont à être missionnaires et que l'Église, elle doit donner la vie. Et donc, quand elle donne plus la vie, l'Église en un lieu, une paroisse où il n'y a que des personnes âgées, elle n'a pas vocation à mourir, la paroisse. Il faut penser aux générations futures, à transmettre, à accueillir les nouvelles générations. Et donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Je pense que on a parlé de 9 catéchumènes, ils font un petit peu le pont entre les 2 générations, l'âge des grands-pères et des grands-mères, et puis des jeunes qui ont moins de 30 ans. Les catéchumènes qui ont été baptisés, ils sont dans la génération intermédiaire. Je me dis, on ne peut pas faire d'un seul coup venir les jeunes. Il faut qu'il y ait peut-être la génération manquante qui vient faire le lien entre les 2. Quittons pour aujourd'hui le Père Bernard de Terre des Missions étrangères de Paris, mais nous le retrouverons dans notre prochaine émission. Il nous fera découvrir comment l'île de Taïwan est un lieu de grande tolérance religieuse et où cohabitent en paix toutes les religions du monde. À bientôt.